Au sommaire de ce journal, France, rentrée politique, le budget 2019 s'annonce plus contraint que prévu. USA, l'ex-chef de campagne de Donald Trump condamné pour fraude bancaire et fiscale, le procès qualifié de chasse aux sorcières par le président américain. Bonsoir et bienvenue dans cette édition sur A12. Comme annoncé en titre, après une brève pause estivale en France, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 22 août. Emmanuel Macron a réuni ensuite à l'Élysée quelques ministres pour finaliser les derniers arbitrages budgétaires. Le budget s'annonce contraint par une croissance plus faible que prévu. Le gouvernement va devoir revoir la préparation de son budget pour l'an prochain avec sans doute un nouveau serrage de vis s'il veut continuer à contenir son déficit comme promis auprès de la Commission européenne. Aux États-Unis, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump a été reconnu coupable de fraude hier mardi à l'issue d'un long procès qualifié de chasse aux sorcières par Donald Trump. Thierry Nyanzou. Après plus de 2 semaines de procès, c'est finalement mardi que le verdict est tombé. L'ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, est condamné pour fraude fiscale et bancaire. Cette condamnation de l'ancien collaborateur du président américain fait suite à l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. N'ayant pas été à mesure de statuer sur les 10 chefs d'accusation, le juge a donc rendu un verdict partiel. Paul Manafort est rendu coupable de 8 chefs d'accusation, le condamnant pour fraude fiscale et fraude bancaire. Le président américain Donald Trump, à son arrivée à Charleston en Virginie occidentale, n'a pas manqué d'exprimer sa tristesse face à la presse. Pour lui, c'est une chasse aux sorcières. Paul Manafort est un homme bien. Il était avec Ronald Reagan. Je me sens très triste. Ça n'a rien à voir avec la collusion de la Russie. Ça a commencé comme ça, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est une chasse aux sorcières et c'est une honte. Le procès qui a été très suivi par la presse américaine a été présidé par le juge du district américain Ellis Free du tribunal fédéral d'Alexandria en Virginie. Le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a accueilli hier mardi le vice-président de la Commission des affaires de l'État, Choi Ryung-hae, lors de la deuxième visite en un peu plus d'un mois d'un envoyé spécial du président nord-coréen Kim Jong-un sur l'île communiste. Lors de la rencontre avec Díaz-Canel, les deux dirigeants ont souligné les excellents liens entre les deux peuples, partis et gouvernements fondés sur des relations historiques, entretenues par le grand dirigeant Kim Il-sung, décédé en 1994, et le commandant-chef Fidel Castro Ruz, le chef de la révolution cubaine, mort en 2016. Après un rapprochement historique entre 2014 et 2016, les relations entre Cuba et les États-Unis se sont à nouveau tendues après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a intensifié l'embargo imposé à la Havane depuis 1962. En rapport avec la vive tension entre Hassan Rouhani et Donald Trump, l'Iran a dévoilé hier son avion de combat de fabrication 100% iranienne, tout en affirmant que ses capacités militaires sont uniquement dissuasives et visent à parvenir à une paix durable en pleine tension avec les États-Unis sur le dossier nucléaire. Assetou Kone et Siaka Kone. À l'occasion de la Journée nationale de l'industrie de la défense, le président Hassan Rouhani a inauguré un avion de combat, le premier du genre. Cet avion de chasse dispose d'équipements technologiques de pointe, dont des radars polyvalents. Depuis 5 ans, Rouhani, en difficulté sur le plan intérieur, a réaffirmé que l'Iran devrait faire preuve de retenue et en même temps de dissuasion dans une apparente allusion à ses opposants radicaux qui adoptent un ton plus guerrier vis-à-vis des États-Unis. Cette déclaration iranienne intervient en pleine tension avec l'administration du président Donald Trump, régulièrement soupçonné de caresser l'espoir d'un changement de régime en Iran. Malgré les sanctions, Trump se dit ouvert à un accord global concernant l'ensemble des activités néfastes de l'Iran, y compris son programme balistique et son soutien au terrorisme. Le 13 août dernier, le guide suprême iranien Ali Khamenei a présenté les problèmes de son pays, résultat d'une mauvaise gestion du gouvernement plutôt que du rétablissement des sanctions. Rappelons que depuis mai dernier, Trump a décidé de se retirer de l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances. Le 7 août, il a ensuite rétabli de sévères sanctions à l'encontre de l'Iran, notamment des blocages sur les transactions financières et les importations des matières premières.
Clôturant la page politique par le Zimbabwe, où la Cour constitutionnelle a examiné ce mercredi une requête de l'opposition visant à annuler l'élection à ses yeux frauduleuse du président sortant Emmerson Mnangagwa. Le mouvement pour un changement démocratique MDC accuse le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980, la ZANU-PF, d'avoir truqué le scrutin du 30 juillet dernier, le premier depuis la chute de Robert Mugabe il y a 8 mois. Installé à la tête du pays en novembre par l'armée et la ZANU-PF, M. Mnangagwa avait remporté avec 50,8% des suffrages et évité de peu un second tour face à son rival du MDC, Nelson Chamisa, crédité de 44,3% des voix. Économie à présent, Pékin a affirmé hier mardi garder l'espoir d'obtenir de bons résultats lors des prochains pourparlers engagés avec Washington pour enrayer leur guerre commerciale, tandis que Donald Trump a indiqué ne pas en attendre grande chose et a fustigé de nouveau une manipulation du yuan. Les précisions de Mamad Djedri. Le vice-ministre du Commerce, Wang Shuwen, doit rencontrer dans les prochains jours à Washington le sous-secrétaire américain au Trésor chargé des affaires internationales, David Malpass. Mais le président américain Donald Trump a déclaré dans un entretien à l'agence Reuters, diffusé hier mardi, ne pas entendre grande chose de ses imminents pourparlers, précisant n'avoir pas d'agenda pour la résolution du conflit douanier et prônant un horizon à long terme. Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine n'aime pas s'exprimer à tort et à travers avant même le début des négociations. Nous espérons que les deux parties pourront s'asseoir calmement, avec pragmatisme, et travailler dur pour parvenir à de bons résultats basés sur l'égalité et la confiance. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump a accusé maintes fois Pékin de sous-évaluer le yuan pour avantager ses entreprises exportatrices. Pour sa part, la Banque centrale chinoise a réfuté mardi toute manipulation, réaffirmant lors d'une conférence de presse ne pas transformer le taux du yuan en arme commerciale. Toujours en économie au Venezuela, après le lancement de nouveaux billets amputés de 5-0, le gouvernement vénézuélien a dévoilé la seconde phase de son plan de relance économique qui dévalue de 96% sa monnaie par rapport au dollar. Des choix critiqués par les économistes. Ils jugent pas viable, voire surréaliste, le programme du gouvernement qui prévoit aussi une hausse du salaire minimum de près de 3400% dans ce pays où l'inflation est attendue à 1 million de % à la fin 2018 selon le Fonds monétaire international. Des réactions de ses habitants. Le président devrait congeler les prix. Cela ne sert à rien de sortir des billets et que tout soit cher et que le Venezuela continue d'aller de pire en pire. La hausse des prix, c'est de la peur que j'ai. D'ailleurs, je vais aller vérifier d'autres supermarchés pour voir à combien est le plus important, les œufs, la viande, le lait, ce genre de choses. En société, 11 randonneurs ont été tués et 5 autres sont toujours portés disparus dans la crue soudaine d'un torrent du parc national du Pollino en Calabre, dans le sud de l'Italie, selon une déclaration hier de la protection civile italienne. Suivons ces extraits. Nous avons ces 11 victimes qui ont toutes été identifiées et nous avons emmené 11 personnes vers l'hôpital de Castroviari. 10 personnes. Nous avons pour le moment 5 disparus. La difficulté en ce qui concerne le nombre de personnes disparues est due au fait qu'il y avait beaucoup de troupes éparpillées. Et donc beaucoup de signalements nous sont parvenus dans la nuit sur le numéro vert que nous avons mis en place. Un corps a été retrouvé à environ 5 km du point principal des inondations. Donc nous avons aussi contacté la capitainerie du port pour faire des recherches à l'embouchure, car nous avons peur que des personnes aient pu finir dans la mer, dans le déchaînement des eaux. De violents affrontements entre manifestants et policiers ont éclaté hier mardi en Argentine lorsque des ouvriers du chantier naval argentin Rio Santiago, l'un des plus importants d'Amérique latine, ont été dispersés par des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Les incidents se sont produits à La Plata, à 60 km au sud de Buenos Aires, avec un bilan provisoire de 6 personnes arrêtées selon le procureur Marcelo Martin. On note cependant toujours pas de bilan officiel des blessures.
Des centaines de milliers de Vénézuéliens ont fui la grave crise économique et politique qui sévit dans leur pays. La seule Colombie a enregistré l'entrée sur son territoire de plus de 1 million de personnes depuis le Venezuela voisin lors des 16 derniers mois. Au moins 820 000 d'entre elles ont été régularisées temporairement. L'Équateur est un pays de passage pour de nombreuses personnes cherchant à atteindre le Pérou, le Chili ou l'Argentine. La plupart traversent les frontières à pied ou en autobus sur des milliers de kilomètres. Suivons ces réactions. Nous demandons aux autorités du Pérou qui nous accueillent avec cœur qu'ils ouvrent leurs portes à ce groupe laissé en suspens. La marche est pacifique. Nous n'avons aucune intention de violer la loi. Tout ce que nous demandons, c'est de l'aide humanitaire. Tout comme à un moment, le Venezuela a soutenu le monde entier. Être à un autre endroit est mieux qu'être au Venezuela. Nous cherchons la sécurité dans un autre endroit parce que, dans notre propre pays, c'est impossible de rester calme. J'ai tellement souffert, plus que tout, à cause des douleurs dans mes jambes, mais je vais de l'avant. Peu à peu, je dois continuer à avancer avec ma famille. Nous avons besoin d'une destination qui convienne à tous, à nos familles, d'un bon boulot. Un sujet qui touche l'environnement à présent, les pêcheurs japonais sont retenus à quai avec dans leur filet 177 baleines avec une expédition de 3 mois dans le Pacifique qui succède à une campagne dans l'Antarctique menée pendant l'hiver, et ce, en dépit des critiques internationales. Les images sont commentées par Siaka Kone. Au cours de cette dernière mission de 98 jours, 3 navires spécialisés ont capturé 43 baleines de mink et 134 rorquals boréales, a annoncé mercredi l'agence de pêche dans un communiqué. L'archipel, qui continue à tuer des cétacés dans le cadre d'un programme de recherche scientifique, plaide depuis longtemps pour l'assouplissement du moratoire mis en place en 1986. Il compte d'ailleurs présenter une demande de reprise partielle de la chasse commerciale lors d'une réunion de la Commission baleinière internationale, CBI, prévue en septembre prochain au Brésil. À l'issue de cette opération qui a fait couler beaucoup d'encre, les données qui ont été rassemblées seront analysées et présentées au comité scientifique de la CBI, permettant ainsi d'améliorer les connaissances scientifiques pour la conservation et la gestion des ressources en grands mammifères marins tels que les baleines, les cachalots et les dauphins. Immobilier en pleine expansion et plage dans 1 mètre carré de sable libre, un boom touristique dévore la côte adriatique du Monténégro. On craint de plus en plus que l'ancien port maritime fortifié de la ville de Kotor pourrait suivre le chemin de Dubrovnik, une ville voisine de la Croatie, un récit de Edapé et Thierry Nianzou. Perle de l'Adriatique nichée au fond d'un golfe spectaculaire, la cité médiévale du Kotor au Monténégro a survécu des siècles durant aux caprices du temps et aux guerres. Mais elle est aujourd'hui menacée par le tourisme de masse. D'énormes paquebots de croisière ont investi sa baie, déversant des milliers de touristes sur ce site, resté longtemps un trésor caché. Kotor a été anciennement une alternative touristique à la cité croate de Dubrovnik, quand cette dernière devint victime de son succès. Ici, on s'inquiète de connaître un sort similaire, car cet été, la ville accueille jusqu'à 4 géants de mer chaque jour et 10 000 touristes. L'experte en conservation de l'architecture Jasmika Grodvik pointe les difficultés de la ville. Quand il y a foule dans la ville, parfois un court trajet d'1 kilomètre ou de 500 mètres prend une demi-heure. C'est un problème quand il s'agit d'apporter une aide médicale d'urgence pour les pompiers et surtout pour les personnes âgées. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Kotor devient un grand magasin de souvenirs. Le boom touristique effréné n'est pas son seul problème. L'UNESCO a mis en garde contre un développement immobilier qui menace le principal attrait de la cité, surtout son harmonie avec l'environnement. Selon le secrétaire d'État monténégrin au tourisme, Damir Davidovic, c'est un problème sérieux, car plus de la moitié des hébergements touristiques privés évoluent dans une zone grise. Nous avons des exemples sur la côte monténégrine où la planification et la construction n'ont pas été faites correctement. Mais si vous regardez notre côte, vous verrez que de grandes parties de la côte sont encore préservées. Et ce que nous faisons maintenant, c'est vraiment accorder une attention sérieuse à la façon de préserver ceci et de le rendre durable. L'Organisation des Nations Unies a menacé en 2016 d'ôter la ville de la liste du patrimoine mondial.
Face à cette menace, les autorités ont réagi en imposant l'an dernier un moratoire provisoire sur les constructions de la ville. Le tourisme est une branche vitale de l'économie du Monténégro. Il représente près d'un quart du PIB grâce aux 2 millions de visiteurs annuels qu'accueille ce pays de plus de 600 000 habitants, essentiellement sur ses côtes. Au Bénin, dans un centre pilote de gestion des ordures situé dans le sud du pays, on transforme environ 6 tonnes de déchets organiques en 200 mètres cubes de biogaz par semaine. Cette opération vise à éviter la consommation de près de 164 tonnes de bois transformées en charbon. Judy Gagnali. Une centaine de ménagères ont passé contrat avec la fondation baptisée Robin. C'est ici qu'elles viennent livrer quotidiennement leurs ordures et sont renumérées au poids. 250 francs, soit environ 50 centimes d'euros pour 10 kilos de déchets. Le paiement est fait soit en argent, soit sous forme de crédit utilisable pour un ravitaillement en biogaz produit grâce à la transformation de ces déchets. J'ai appris qu'ils prennent les ordures pour faire du gaz et d'autres choses. Et j'ai décidé d'accompagner cette œuvre de développement en collectant et en ramassant les ordures afin de profiter aussi des avantages de ce centre. Ce sont les tas d'immondices du marché qui ont attiré l'attention de Mac Gianelli, fondateur de Robin, qui a vu cela non pas comme un problème, mais plutôt comme une opportunité de mettre en place une vraie économie qui serve la population et protège l'environnement. On produit du biogaz, on produit du compost, on produit de l'effluent. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie solaire. On a une distribution d'eau potable, on a de l'épisciculture. Donc c'est une vraie économie en fait qui sert la société et qui en fait prend soin de son environnement. Le taux d'évacuation des ordures pour tout le Bénin est en moyenne de 17%, environ 39% en milieu urbain et à peine 3% en milieu rural. Dans le dépôt de la Fondation Robin, on trouve toutes sortes de déchets. Et là, vous voyez, il y a de tout. Vous avez des épluchures, tout ce qui est des restes de manioc. Vous avez des couronnes d'ananas. Et là, vous avez un peu le mauvais exemple aussi de tout ce plastique, de toute cette terre, des boîtes de conserve qui sont mélangées. Et c'est pour ça que tout est déversé ici, sur un tamis, pour qu'on puisse faire le tri par la suite en bas, dans le dépôt. Mac Gianelli, fondateur du Centre de gestion des ordures, souhaite étendre le projet à des communes plus grandes et transférer la technologie pour que des entrepreneurs locaux prennent le relais. Et en sport, selon des informations de RMC Sport confirmées par nos confrères de l'équipe, Thierry Henry, le champion du monde en 1998, aurait dit oui aux Girondins de Bordeaux. Les deux parties sont tombées d'accord. L'ancien attaquant français quitterait donc l'équipe nationale belge pour s'engager à Bordeaux. Il succéderait ainsi à Gustavo Poyet qui a été mis à pied du club français. Il ne reste qu'au propriétaire américain de valider la venue d'Henry pour que cette année soit officielle. Avant de refermer ce journal, la légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt a participé hier, le jour de ses 32 ans, à sa première séance d'entraînement avec le club australien des Central Coast Mariners avec comme objectif de devenir footballeur professionnel. Fatim Touré et Judy Gagnali. Usain Bolt a décidé de ranger ses crampons de sprinter et poursuivre son nouveau rêve, le football. L'athlète jamaïcain a fait de légers entraînements, du jogging et du travail de ballon avec le reste de l'équipe hier mardi. Bolt a montré un bon contrôle du ballon et de bonnes frappes du pied gauche. Je pense que je vois très bien le jeu. Je dois travailler sur les compétences de base. Je pense que je suis très bon en matière de contrôle, mais il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre et c'est pourquoi je suis ici. Mais je suis enthousiaste à l'idée d'avoir cette chance. Le club basé à Gosford, au nord de Sydney, espère que son nouveau joueur puisse être prêt pour la reprise fin octobre de la A-League, le championnat qui réunit les meilleures formations australiennes et une néo-zélandaise. Mike Mulvey, entraîneur de l'équipe, a estimé que Bolt est un fantastique athlète et qu'ils sont ravis de l'avoir au sein du club. Quant à Bolt, il a demandé à être traité comme les autres joueurs et laisse la décision au coach du poste où il évoluera. L'un des plus grands rêves du sprinter multimédaillé est de jouer à Manchester. Ce que je veux, c'est toujours jouer pour Manchester United. Donc je pense que cela pourrait être mon plus grand rêve. Tu sais ce que je veux dire? Je ne peux pas être plus grand que ça.
Si c'est juste pour 5 matchs, un match, ce serait un rêve car, comme je l'ai dit, je suis un grand fan. C'est un début. Reste à savoir si la flèche jamaïcaine réussira à dompter les stades de football quand on sait que c'est un grand habitué de la différence qu'il passe de la piste à la pelouse. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur A12 Télévision.